Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'un des objectifs du plan sectoriel de l'éducation en ce qui concerne l'axe qualité est de former tous les citoyens, quel que soit leur niveau, du préscolaire en passant par le primaire, le secondaire 1, le secondaire 2, l'enseignement technique, l'alphabétisation et l'enseignement supérieur, de former les citoyens pour qu'ils soient porteurs des valeurs du vivre ensemble. Et ce faisant, ils doivent logiquement être respectueux des biens publics, respectueux des autorités et, quelle que soit la situation, aucun citoyen n'a le droit de porter atteinte à l'intégrité morale d'une personnalité ou d'un citoyen. Alors, c'est ça l'objectif visé par le plan sectoriel de l'éducation en ce qui concerne la formation sur le civisme et la citoyenneté. L'Université de Kara en a fait sa préoccupation depuis 2017 à travers un projet intitulé Campus citoyen. Nous avons approché le président de l'Université de Kara, le professeur Thiarien, qui nous éclaire sur les enjeux de ce projet Campus citoyen. C'est quoi Campus citoyen? C'est quoi cette journée qu'on a dédiée, journée de civisme et de citoyenneté? La réforme de 1975 de l'éducation disait que l'objectif, c'est de former des hommes intègres, équilibrés, capables d'agir pour transformer et développer notre pays. L'Université de Kara a été créée en 2004 par le père de la nation. Cette université, qui est donc la deuxième université, a aujourd'hui environ 20 000 étudiants. Et nous nous sommes rendus compte que des jeunes rentrent à l'université dans un âge très petit aujourd'hui. On voit même des 15 ans, 16 ans, 17 ans à l'université. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils comprennent de la citoyenneté? Qu'est-ce qu'ils comprennent du civisme? C'est ainsi qu'en 2017, l'Université de Kara a initié cette journée appelée Journée de civisme et de citoyenneté. Au cours de cette journée, on essaye d'exposer aux étudiants c'est quoi le drapeau togolais, pourquoi les couleurs là, c'est quoi la devise, quel est le sens de cette devise, qu'est-ce que nous voulons. Bref, nous pensons que les étudiants qui nous parviennent sont très jeunes et on doit les travailler pour qu'ils comprennent ce que c'est qu'un citoyen, quel doit être son rôle, quels doivent être ses devoirs. Donc c'est ça qui a fait amener cette idée de journée de civisme. Et ça se passe à chaque rentrée. Dès que nous commençons la rentrée, au plus grand tard, au 15 janvier, nous devons réunir les étudiants, surtout les nouveaux bacheliers. On essaie de faire monter le drapeau, chanter l'hymne national. Et après, nous rentrons à l'Agora 21 janvier, le plus grand Agora, et les professeurs défilent pour les expliquer le sens de l'armoirie togolaise et pourquoi nous devons respecter lorsqu'on monte le drapeau, pourquoi on n'a pas le droit de déchirer le drapeau, etc., etc. Donc bref, l'Université de Kara, qui est au service de la communauté, veut contribuer à la formation, à la préparation du cadre de demain, pour qu'ils sachent comment se comporter dans la société. Parce que beaucoup de nos étudiants ignorent cet aspect. Parce que dès qu'on est petit, on est à l'école, on nous dit qu'il faut s'aligner. On arrive à l'université, il n'y a plus ça. Ils se disent qu'apparemment, on n'a plus besoin de cela quand on est adulte. L'Université de Kara s'est dit non. Ça doit continuer jusqu'au dernier jour de ta vie. La citoyenneté, le civisme, c'est le quotidien. Il ne faut pas croire que dès qu'on arrive à l'université, on est libre de faire ce qu'on veut. Quelqu'un peut monter, descendre un drapeau, déchirer, etc. Ça ne l'honore pas. Et donc nous préparons les étudiants de l'Université de Kara à comprendre cela. Cette initiative ne se limite pas dans les 4 murs de l'Université de Kara. Ils ont implémenté l'initiative Campus citoyen dans les communautés jusqu'à d'autres préfectures. Voilà, en agissant sur les groupements de femmes, les groupements d'hommes et de toute personne qui veut bien exercer une activité générale de revenus qui a besoin d'un appui technique et financier. On va suivre le président de l'Université de Kara qui va nous éclairer sur cette implémentation du campus citoyen dans la communauté. Comme l'Université de Kara est au service de la communauté, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider les groupements des femmes qui ont envie de travailler et de survivre? Et l'Université de Kara met un certain nombre de moyens pour accompagner ces femmes qui sont dans nos villages, dans nos cantons, dans des coins reculés, à se prendre en charge. Et je crois que c'est une activité qui est en train de faire son petit bout de chemin. Au départ, on avait voulu s'arrêter juste à la région Kara,
Mais après, sur recommandation du président du Conseil, on a étendu ça à la région centrale, à la région des Savanes. Peut-être que bientôt, on ira vers la région des Plateaux, parce que c'est une très belle initiative qui accompagne les femmes à se prendre en charge dans des activités génératrices de revenus. Dans la mise en œuvre du projet Campus citoyen, chaque rentrée, il y a un thème qui ne change pas, c'est le civisme et la citoyenneté. Ça tient à cœur l'Université de Kara depuis 2017 et chaque année, eh bien, à la rentrée universitaire, comme le président de l'Université de Kara l'a dit tout à l'heure, eh bien, tous les étudiants sont regroupés pour leur parler de l'importance du respect des emblèmes de l'État, du respect des autorités, du respect aussi des citoyens les uns les autres. Et en dehors de ce thème standard qui ne change pas d'une année à une autre, ils identifient des thèmes émergents, voilà, qui changent d'une année à une autre. Et cette année, pour l'année 2025, le thème qui a fait objet de débat, d'échange avec les étudiants a porté sur l'entrepreneuriat. Comment on peut entreprendre pour sortir du chômage? L'Université de Kara a fait appel à un spécialiste de l'Agence nationale du volontariat, région Kara, pour entretenir les étudiants. Et le débat a été très enrichissant et bénéfique pour les étudiants. Et nous sommes allés enregistrer tout cela pour que tout le Togo, eh bien, tous les jeunes et toutes personnes qui suivent cette émission puissent aussi tirer son compte dans ce qui a été partagé avec les étudiants. Suivons ce débat. Bonjour chers participants, soyez les bienvenus ici à l'Université de Kara. Aujourd'hui, nous allons débattre des métiers futurs et le thème que nous allons aborder spécialement, c'est entre la formation ciblée et la formation continue, quelle stratégie nous adoptons pour faciliter notre insertion socio-professionnelle. Et aujourd'hui, nous savons que l'Afrique et le monde entier connaissent de nombreuses transformations. Et ici, c'est grâce à une économie grandissante. Et beaucoup de domaines accompagnent cette transformation. Dans l'agriculture, dans l'énergie, dans l'environnement, la santé, l'éducation, nous notons beaucoup de changements. Et c'est une révolution qui s'accompagne du numérique. Aujourd'hui, l'expansion de l'Internet fait que de nouveaux métiers sont en train de naître. Mais cependant, au-delà de toutes ces transformations, quels sont les défis auxquels nous faisons face? Aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes dans un monde universel. Les grands défis qui se posent, c'est qu'est-ce que nous devenons après nos études universitaires. Donc, les problématiques ou bien les problèmes auxquels nous faisons face, c'est premièrement le chômage. Le chômage, comment nous l'abordons à la fin de notre parcours, surtout à l'ère du numérique où nous avons de nouveaux métiers qui sont en train de voir le jour. Comment nous nous adaptons? Et au-delà de l'évolution du numérique, comment nous adaptons aussi nos infrastructures éducatives et technologiques avec les modèles qui existent déjà. Et nous allons aussi comprendre quel décalage nous avons entre les formations que nous recevons aujourd'hui dans nos centres et les emplois que nous avons sur le marché. De notre problématique, trois grandes questions vont se dégager. Comment nous adaptons nos compétences à nos réalités aujourd'hui? Et face à nos réalités locales,
quels sont les besoins qui existent. Ensuite, nous allons voir quelle est la stratégie que nous adaptons pour garantir une insertion socio-professionnelle bien réussie. Donc, l'objectif de ma présentation serait de vous amener à comprendre comment les formations ciblées et les formations continues répondent aux besoins de nos métiers futurs. Donc, pour aborder ce thème, nous allons, dans un premier temps, parler de notre introduction, comprendre aussi ce que c'est que les métiers futurs. De jour en jour, nos métiers évoluent. Nous allons comprendre avec quels métiers nous pouvons évoluer aussi. Les défis face à l'insertion professionnelle. Notre grand défi, c'est comment s'insérer après notre parcours universitaire. Formation continue et voir quelle est la meilleure stratégie que nous adaptons pour faciliter notre insertion professionnelle et quels sont les acteurs clés qui peuvent nous accompagner dans la recherche même de cette nouvelle compétence qui va nous permettre de nous insérer socio-professionnellement. Les métiers du futur, il y en a plein. Mais aujourd'hui, à notre siècle, quels sont les métiers qui nous intéressent? Donc, aujourd'hui, nous allons parler premièrement des développeurs des solutions technologiques. Et nous allons voir à ce niveau qu'ils indiquent des fintech. Et aujourd'hui, avec nos téléphones portables, nous avons vu que c'est des gens qui ont pu développer des compétences. Si nous avons aujourd'hui cette facilité de faire des transferts de données ou des transferts monétiques, nous avons de nouveaux métiers aussi dans l'agritech, où avec une application technologique aujourd'hui, nous pouvons optimiser l'agriculture. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, nous ne sommes plus à l'ère de la roue et de la daba. Pour faire l'agriculture aujourd'hui, c'est beaucoup plus la technologie qui l'accompagne. Dans certains pays, c'est tellement développé que même pour arroser un champ, ça se déclenche automatiquement. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont étudié, ont développé des compétences pour pouvoir vraiment s'adapter à nos réalités. Nous avons aussi les plateformes d'apprentissage. Aujourd'hui, en tant qu'étudiants, et surtout à l'Université de Kara, nos apprentissages ne se font pas seulement en salle, mais surtout en ligne. Et ça, dans les années passées, si je me souviens, dans les années 90, nous n'avons pas cette compétence-là de pouvoir transmettre les cours en ligne. C'est parce qu'aujourd'hui, avec la révolution numérique, nous arrivons à nous adapter à cette technologie et faciliter aussi l'apprentissage des étudiants. Et les nouveaux métiers aussi, nous pouvons trouver des experts en énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous disons, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et au niveau de ces experts-là, nous avons ceux qui font la conception des systèmes solaires, éoliens et hydrauliques. Aujourd'hui, les débats sont autour de l'énergie et beaucoup sont des gens, des ingénieurs qui réfléchissent pour voir comment tout le monde peut avoir accès à l'énergie. Et pour ce faire, c'est parce que des gens ont réfléchi, des gens sont rentrés dans les laboratoires et ont développé d'autres compétences. Nous ne sommes plus à l'ère où il faut seulement utiliser du carburant ou bien des groupes électrogènes. Aujourd'hui, les plaques solaires sont en train de faire une révolution dans nos communautés. Ça veut dire que nous, en tant qu'étudiants, nous devons commencer par nous former dans ce sens. Parce que les nouveaux besoins qui vont se créer, c'est beaucoup plus dans l'énergie renouvelable. Nous avons plus aussi des métiers dans la transformation digitale des entreprises. Ce que les PME utilisent très souvent dans l'adoption des technologies numériques. Aujourd'hui, par exemple, pour certaines banques, pour faire un prêt, vous n'avez pas besoin d'aller avec tous vos dossiers dans la banque. Même en ligne, vous pouvez déjà constituer vos dossiers et lancer votre prêt. Mais avant, tout était fait de façon traditionnelle. Il faut photocopier des papiers, aller rencontrer le gestionnaire de banque, discuter avec lui. Mais aujourd'hui, la révolution numérique fait que de chez toi, tu peux rester et faire les formalités. Nous avons aussi la naissance de nouveaux types de consultants. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on n'aura plus seulement des consultants en sociologie, des consultants peut-être pour évaluer un projet, mais nous aurons plus des consultants dans des domaines qui naissent nouvellement, en énergie, dans le digital, dans la communication, dans la téléphonie. Comment
nous arrivons à acquérir des compétences, surtout quand nous sommes au niveau universitaire, pour faire face à ces nouveaux métiers. Dans la santé aussi, il y a de nouveaux métiers qui sont en train de naître. Et j'ai connaissance qu'aujourd'hui, un chirurgien peut être, par exemple, en Inde, effectuer une opération ici au Togo. Il est juste branché face à sa caméra avec des spécialistes ici au niveau local. Il donne des instructions et l'opération se fait. Ces métiers exigent des compétences techniques et une adaptation aux réalités locales. Les nouveaux métiers maintenant, ils sont parmi nous. Mais pour pouvoir les exercer, il nous faut deux types de compétences. Nous avons les compétences techniques et les soft skills. Les compétences techniques, c'est tout ce qu'on arrive à gagner comme aptitude et compétences au niveau universitaire. Et nous avons des soft skills qui sont des compétences autres que ce qu'on apprend techniquement. Par exemple, l'art de bien communiquer, comment gérer un problème en société. Les défis face à l'insertion socio-professionnelle, on en a beaucoup. Aujourd'hui, nous notons un décalage entre les formations proposées et les besoins du marché. Et les programmes éducatifs ne sont toujours pas alignés à nos compétences. Pour pouvoir faire face aujourd'hui aux métiers de futur, c'est que les universités doivent commencer par repenser leurs programmes. L'autre défi auquel nous faisons face aussi, c'est la croissance démographique et la pression sur le marché d'emploi. Si nous ne diversifions pas nos aptitudes et que nous n'allons pas vers d'autres métiers, beaucoup de jeunes vont se concentrer sur les métiers traditionnels et il y aura de la surpopulation là-bas. Donc, nous devons diversifier nos activités. Voilà. Il y a la nécessité de répondre aussi aux enjeux locaux, le chômage des jeunes. Il faut créer pour pouvoir répondre aux besoins des jeunes aujourd'hui. La formation ciblée. La formation ciblée est une approche éducative spécifique visant à acquérir une compétence adaptée. Vous êtes sociologue, vous avez fini votre formation, vous voulez apprendre maintenant la gestion de projets, par exemple. Il faut que vous ciblez cette formation pour aller l'apprendre et venir répondre à un besoin qui est d'actualité. Et les avantages par rapport à la formation ciblée, c'est qu'au niveau technologie, il y a un développement de solutions locales. Nous avons déjà parlé des fintech et des agritech. Voilà. Ça permet aussi l'insertion socio-professionnelle du marché. Renforcer nos capacités pour venir s'adapter au terrain. Sinon, vous allez remarquer que vous serez sur le marché de l'emploi, mais d'autres ont des compétences que vous n'avez pas. Donc, vous pouvez cibler des formations, que ce soit en ligne ou bien dans des universités, pour venir vous adapter au marché du travail. La formation en continu est un apprentissage tout au long de la vie. Lorsque vous avez une compétence, vous ne pouvez pas vous limiter à cette compétence. Parce que de jour en jour, il y a de nouveaux métiers, il y a des mises à jour qui se font. Vous ne pouvez pas vous dire expert dans un domaine sans actualiser votre connaissance. Si vous êtes un professionnel, vous risquez de ne pas donner les bonnes informations à vos étudiants. Et c'est en vous mettant à jour que vous allez vous rendre compétitif. Vous allez voir sur le marché, on va demander d'autres compétences. Si vous ne vous mettez pas à jour, vous n'aurez pas ces marchés. Et ça va vous permettre aussi de commencer par innover. C'est dans l'innovation qu'on crée, qu'on rencontre de nouveaux défis et qu'on s'adapte à nos réalités. Si nous devons rester à faire la même chose, vous allez voir, par rapport aux autres pays même, nous ne serons pas au même niveau de développement. Pourtant, le développement, c'est un train. Maintenant, les nouveaux métiers sont là. Nous avons les formations continues, nous avons des formations ciblées. Quelle stratégie nous utilisons pour faciliter notre insertion socio-professionnelle, surtout nous en tant que jeunes? Donc, dans un premier temps, nous allons investir dans l'infrastructure éducative. Nos salles de classe, les outils que nous utilisons doivent être à jour. Surtout, on ne peut pas être à l'université et ne pas avoir, par exemple, de la connexion Internet dans une salle. Comment nous pouvons nous mettre à jour? Comment nous pouvons acquérir, faire nos recherches et avoir de nouvelles compétences? Et nous devons créer des centres bien équipés. Aussi sensibiliser sur l'importance de la formation continue. Des gens, quand ils ont une compétence, ils pensent qu'ils sont maîtres dans cette compétence, ils ne veulent plus se mettre à jour.
C'est pour ça qu'il y a ce conflit entre les anciennes générations et la nouvelle génération. Les gens ont du mal à aller se mettre à jour pour venir faire face aux nouvelles réalités. Voilà. Il faut adapter les formations à nos réalités locales. On ne va pas, par exemple, celui qui va par exemple en Russie pour aller apprendre le nucléaire. Est-ce que nous développons des énergies nucléaires sur le Togo? Non, il faut pouvoir identifier les besoins ici sur le marché et se former dans ce sens. Vous n'allez pas vous former en l'air comme ça et revenir. Ça va créer encore plus de chômage. Il faut surtout encourager le partenariat privé-public. Aujourd'hui, l'État ne peut pas embaucher tous les jeunes. Donc, il faut faire un partenariat privé-public pour faciliter aussi l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Sinon, l'État accompagne beaucoup d'industries privées avec des politiques pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Mais au-delà de l'employabilité dans la fonction publique et aussi au niveau des entreprises publiques, il faut encourager l'entrepreneuriat. Maintenant, les acteurs qui peuvent accompagner vraiment cette innovation, c'est d'abord les établissements de formation qui doivent penser à adapter le cursus aux besoins du marché. Quand vous recrutez des gens, vous devez penser à leur formation aussi. Le gouvernement doit soutenir les politiques, accompagner les décisions que les universitaires auront à porter sur la table, mais aussi prendre en main leur parcours professionnel. Les formations ciblées et les formations en continu sont complémentaires. Pour conclure, nous dirons que les métiers du futur exigent une combinaison entre formation ciblée et formation en continu. L'adaptation aux réalités locales et la collaboration entre les acteurs sont essentielles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je ne devais pas poser de questions, mais je voulais faire juste un commentaire. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'employabilité, comme vous l'avez développé, il y a plusieurs contraintes qui rentrent en jeu. Mais cependant, la grande problématique, c'est le repositionnement des incubateurs. Vous avez touché un aspect lié au TIC. C'est vrai, aujourd'hui, il y a une certaine libéralisation des TIC. Et même, depuis sa maison, on peut s'auto-former. Mais à partir du moment où le contexte exige que pour se positionner sur le marché de l'emploi, il faut certifier par un diplôme. Je veux revenir au fait de faire allusion à la valorisation des compétences. Dans d'autres pays, ça se fait. Vous n'avez pas besoin forcément de rester à l'université. Vous pouvez avoir des compétences à partir de la pratique et à un moment donné, demander qu'on vous valorise. Maintenant, l'autre élément qui me semble très fondamental, c'est la question de partenariat public-privé. Moi, j'ai l'impression, personnellement, que, en fait, on sous-estime ce partenariat. Parce que, à la fin, les curricula sont consommés par les entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, on associe les entreprises dans la définition des curricula? Si ce n'est pas fait, ça pose un grand problème. Parce que les métiers innovants, ou encore les métiers d'avenir que vous avez ressortis là-bas, en réalité, c'est une question de repositionnement de nos États. Comment est-ce qu'on se repositionne par rapport aux nouvelles donnes? Donc ça demande de poser un diagnostic profond pour voir quel est le schéma de coordination qu'on a dans la définition de nos curricula, quel est le mécanisme de repositionnement des incubateurs. Ce n'est que, bon voilà, quelques mesures pour pouvoir atténuer les questions de l'employabilité face aux enjeux des métiers innovants. Ma question est celle-ci. Par rapport aux métiers futurs dont vous avez parlé, l'intelligence artificielle aussi en fait partie. Si oui, quelles sont les opportunités que l'intelligence artificielle nous permet de faire ou d'acquérir? Par rapport à l'employabilité des jeunes africains et surtout au Togo. Et une fois à la fin des études, nous éprouvons des difficultés à avoir un emploi décent
et quelquefois conformément ou relatif à notre étude ou à notre formation. Et lorsque nous voulons nous engager également dans l'entrepreneuriat, le secteur entrepreneurial a aussi des obstacles majeurs. Par exemple, les taxes, les impôts réduisent à zéro les efforts ou les idées que les jeunes étudiants ou entrepreneurs voulaient valoriser. Donc, j'aimerais savoir dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut nous proposer pour être au-dessus de la mêlée. En dehors de cela, le secteur agricole également occupe une place importante dans notre société. Mais ce secteur n'est pas tellement valorisé comme nous le voyons dans d'autres pays. Et cela fait que les jeunes aujourd'hui ne s'y intéressent pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre des mesures et adapter ce secteur-là aux normes ou aux principes voulus par la jeunesse pour un développement majeur? Puisque développer l'agriculture, c'est aussi développer l'économie du pays et aussi assurer la sécurité alimentaire. Merci beaucoup aux participants. Au premier commentaire, je vais dire, c'est bien de vouloir se former et d'avoir des compétences, mais c'est où on se forme. Si nous devons faire des compétences en ligne, il faut vraiment s'informer pour aller vers des sites authentiques. Aujourd'hui, sur le net, nous avons de multitudes d'offres de formation, mais parmi elles, il y a celles qui ne sont pas reconnues. Le plus important, avant d'identifier une école ou une formation en ligne, c'est d'aller aux informations, de voir est-ce que cette école-là, elle est reconnue. Combien de personnes elle a déjà formées? Quelles sont les compétences qu'elle offre avant de s'y lancer? Je suis sûr qu'avec les responsables universitaires aussi, ils sauront vous donner des orientations claires. Une fois que vous voulez une compétence certifiée, il faut vraiment aller vers des écoles ou des formations en ligne bien reconnues qui ont vraiment une renommée. Le partenariat public-privé aujourd'hui au Togo est en train de prendre un élan important. C'est pour ça que vous allez voir dans les derniers débats au niveau national, on ne fait rien sans les impliquer. C'est pour dire que désormais, ils sont au cœur de notre révolution pour accompagner vraiment le gouvernement à mettre en place ces politiques. Mais ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir les identifier, chacun dans son domaine, pour voir qu'est-ce que chaque entreprise offre et comment nous pouvons les intégrer. C'est très important. À la deuxième question, c'est comment intégrer l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Et il faut souligner qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et dire vivre aujourd'hui sans l'intelligence artificielle, c'est vraiment se tromper. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, lorsqu'on l'utilise de façon rationnelle, nous apporte beaucoup de compétences et nous facilite aussi des recherches. Donc moi, je vais plutôt vous inviter à un usage beaucoup plus rationnel de cet outil pour pouvoir vous faciliter d'abord l'apprentissage, vous-même vous renforcer personnellement et aussi acquérir des aptitudes pour pouvoir vous adapter aux besoins locaux. Et l'IA, ce n'est pas seulement au niveau de la recherche, c'est dans beaucoup de domaines. Au niveau de l'infographie, beaucoup de gens utilisent l'IA pour pouvoir vendre leurs produits en ligne. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'IA devient notre compagnon de tous les jours. Nous devons l'utiliser de manière rationnelle. La troisième question. Pour répondre à cette question, je vais plutôt demander pourquoi vous attendez forcément votre cursus universitaire pour commencer par chercher de l'emploi ou bien pour acquérir des compétences. Les compétences, c'est depuis la maison jusqu'à la fin de notre cursus et dans la vie même courante. Le problème que nous avons, c'est que les gens n'arrivent pas à capitaliser ce qu'ils font pour les transformer en compétences. D'abord, quand vous êtes au niveau universitaire, il y a déjà des groupes.
il y a des associations. À partir de là, vous pouvez déjà intégrer des associations, mener certaines activités et acquérir des compétences que vous pouvez valoriser. On n'attend pas forcément la fin de notre cursus pour aller demander un emploi et commencer par avoir des compétences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils sortent, on leur demande 2 ans d'expérience. Ils sont troublés. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de capitaliser ce qu'ils ont acquis sur le terrain. L'entrepreneuriat n'est pas un obstacle pour le développement du pays. C'est plutôt un avantage pour nous, les jeunes. Et pour entreprendre aujourd'hui, je crois que pour mieux le faire, c'est qu'il faut se former. Vous connaissez les bases de l'entrepreneuriat? Non. Beaucoup de gens se lèvent et se jettent dans l'entrepreneuriat sans avoir fait une analyse de la situation, faire un diagnostic pour comprendre qu'est-ce que l'entrepreneuriat d'abord. Ou bien c'est parce que j'ai appris que dans l'entrepreneuriat, il y a de l'argent que directement je dois m'y lancer. Non. Pour faire l'entrepreneuriat aujourd'hui, il faut se former, il faut aller aux informations, commencer petit à petit, évoluer à votre rythme. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est toute une école. Hein. On ne se lève pas et on devient entrepreneur du jour au lendemain. Et quand tu commences l'entrepreneuriat, tu sais que l'entrepreneuriat est accompagné des hauts et des bas. Tu ne vas pas commencer par te prendre et à la première difficulté, abandonner. Les grands entrepreneurs vont vous expliquer combien de fois ils sont tombés, combien de fois ils se sont relevés. C'est pour vous dire qu'entreprendre, c'est un processus. Mais pour mieux le faire, c'est d'avoir les bonnes informations. Sinon, vous risquez d'être heurté à tous ces tâches-là. Y a-t-il une différence entre formation continue et formation ciblée? Moi, je ne parle pas de différence, mais je parle de complémentarité toujours. La formation ciblée, c'est comme aujourd'hui, moi je suis sociologue. Mais au cours de mon parcours universitaire, je n'ai pas eu la chance d'être formé sur le suivi-évaluation. Alors que je sais qu'aujourd'hui, les entreprises, les organismes au niveau international demandent ce profil. Au-delà de mon profil sociologue, je peux cibler une formation en suivi-évaluation, aller renforcer mes compétences et venir répondre à un besoin donné. Mais une fois que j'ai cette compétence, aujourd'hui, les outils de suivi-évaluation, par exemple, ont évolué. Les outils que nous utilisons, par exemple, il y a de cela 5 ans, ce ne sont plus les mêmes outils que nous utilisons. C'est pour ça que vous allez voir les entreprises chaque année initier des formations à l'égard de leurs employés. C'est parce qu'ils savent que de jour en jour, il y a de nouvelles choses qui voient le jour. Et pour pouvoir s'adapter et répondre aux besoins, c'est qu'il faut vraiment une formation en continu. Donc les deux, formation continue, formation ciblée, c'est deux choses complémentaires. On a une compétence, le monde évolue, il faut s'adapter aux nouvelles choses, il faut aller encore se former. Aujourd'hui, dans nos universités, vous allez voir des gens, des directeurs, des chefs d'entreprise qui sont dans les amphis avec vous. C'est parce qu'ils ont senti un besoin à un niveau donné qu'ils sont venus encore renforcer leurs compétences pour pouvoir aller répondre aux besoins au niveau local. Donc, il n'y a pas l'un sans l'autre. Sinon, vous risquez d'être en déphasage vraiment de votre monde. Merci. Est-ce qu'il y a des stratégies mises en place pour aller au-delà du cadre universitaire? Parce qu'on a beaucoup dit, mais le problème reste très profond. Je prends l'exemple d'un jeune qui veut se lancer dans le domaine du développement des sites web. Alors, pour un parent qui ne comprend pas l'importance ou l'avantage du progrès technologique, il va trouver que c'est un gaspillage d'argent. Et tu risques de te mettre à dos toute la famille. Et si tu t'entêtes à te lancer dans ce domaine, à la moindre petite erreur, tout le monde te jettera des pierres. Donc j'aimerais savoir s'il y a des stratégies mises en place pour vraiment sensibiliser nos parents, pour qu'ils comprennent les besoins actuels. C'est vrai, nos parents, quand ils veulent investir pour les enfants, c'est qu'ils veulent rapidement avoir des résultats. Leurs plus grandes inquiétudes, quand je vais investir dans l'éducation de mon enfant, est-ce que demain, rapidement, il peut s'insérer socio-professionnellement? Parce que l'autre défi, c'est finir
les études est devenue une charge pour les parents aussi. Maintenant, pour des parents qui ne comprennent pas encore la technologie et qui pensent que orienter mon enfant vers les TIC, il ne pourra pas s'insérer socio-professionnellement, je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de faire comprendre à un parent qu'on peut réussir dans l'éthique par un modèle. Dans nos sociétés, nous avons beaucoup de modèles, beaucoup de témoignages des gens qui ont pu réussir avec l'éthique. Une fois que vous avez des arguments bien convaincants, il faut vraiment les accompagner vraiment des modèles. Papa, maman, ayez confiance en moi dans tel domaine, dans mon quartier, dans mon pays. Voilà l'exemple de réussite. Donc, c'est à vous de faire d'abord, premièrement, une recherche très importante sur ce que vous voulez faire, avoir des idées pour mieux convaincre. Mais au-delà de ça, c'est d'avoir des références. Qui a déjà exercé ce métier? Comment il s'est inséré? Est-ce que sur le marché de l'emploi, les gens arrivent à le faire? Mais comment? Quand vous avez toutes ces informations, je pense que vous pouvez facilement convaincre les parents. L'autre question concerne les sciences humaines. Comment nous arrivons vraiment à les adapter aux TIC, c'est ça? D'accord. Et l'État, aujourd'hui, comme je le dis, nul ne peut échapper aux TIC. Aucune science. Maintenant, au niveau des sciences humaines, comment il faut le faire? D'abord, nous devons avoir des outils adaptés pour le faire. Ce n'est pas parce que les autres pays le font que nous aussi, nous devons le faire. Pour pouvoir le faire, il nous faut d'abord des infrastructures adaptées. Nous avons des machines, des ordinateurs. Notre connexion, elle est disponible ou elle se coupe à n'importe quel moment. La deuxième chose, est-ce que nous avons l'expertise de le faire? Si nous ne l'avons pas, où est-ce que nous allons chercher cette expertise-là pour venir renforcer la capacité des gens ici, par exemple au Togo, à le faire? C'est très important. Donc, je pense qu'à cette question, je dirais qu'aucune science ne peut échapper à la technologie. Mais le plus important, c'est de trouver les ressources importantes pour pouvoir exécuter cette tâche. La troisième question, au-delà du partenariat public-privé, qu'est-ce que nos gouvernants nous offrent encore comme stratégie pour pouvoir accompagner les jeunes? Aujourd'hui, je peux vous garantir que l'État fait des efforts considérables pour accompagner les jeunes dans leur insertion socio-professionnelle, en mettant en place d'abord des politiques en faveur des jeunes. Il y a une politique, si je me souviens bien, pour les jeunes entrepreneurs où chaque organisation, où chaque entreprise doit réserver une part pour les jeunes. Il y a une politique qui a été décrétée comme ça. L'autre chose, c'est la mise en place des structures pour accompagner les jeunes. Aujourd'hui, il y a le FAEJ, l'ANVT, il y a l'AMPE, il y a l'AMPJF, il y a aussi les incubateurs pour accompagner les jeunes. Le grand problème qui s'oppose, c'est que les gens n'ont pas cette information. Donc, de la part de l'État, je pense qu'il faut encore peut-être intensifier les informations, les sensibilisations, expliquer aux jeunes les ressources qui sont disponibles pour les accompagner. Sinon, l'État fait déjà des efforts. L'autre chose aussi, c'est la formation. Il y a des formations disponibles. La quatrième question, en tant qu'enfant, comment on arrive à s'adapter aux TIC et évoluer avec? Je pense que c'est l'un des défis du gouvernement. C'est comment adapter maintenant nos curricula face aux TIC. Et aujourd'hui, je crois qu'à tous les niveaux, même à partir du secondaire, il y a un diagnostic qui est en train d'être fait pour pouvoir intégrer certains aspects dans l'éducation des enfants. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, déjà au cours primaire, on veut déjà intégrer l'anglais. C'est déjà intégré. Voilà. Donc, il y a tout ça là qui est en train de faire. C'est que l'État aujourd'hui pense à adapter les formations par rapport aux besoins au niveau local. Nous, jeunes, on a hérité de certains préjugés qui aujourd'hui agissent sur nous. Je ne sais pas si c'est la colonisation qui nous a laissé ce fardeau, mais très tôt, nous les jeunes, nous aspirons à aller à l'école, avoir un diplôme
et après tout travailler dans un bureau, avoir son chauffeur. L'agriculture est longtemps considérée comme le métier du pauvre. Donc, dans un premier temps, pour pouvoir revenir à l'agriculture, c'est que nous devons nous débarrasser, premièrement, de ces préjugés. Dans certains pays, il y a des lignées d'agriculteurs. Du père au fils, au petit-fils, eux, ils sont nés agriculteurs, c'est leur métier. Et ils prospèrent dans ça. Donc, premièrement, nous devons mettre l'agriculture au sein de nos préoccupations. Réveiller les consciences pour dire que l'agriculture n'est pas un métier de pauvres ou un métier de ceux qui n'ont pas réussi à l'école. Nous devons faire comprendre aujourd'hui que développer l'agriculture permet aujourd'hui de développer de l'économie. Et à partir du moment où nous aurons cet éveil de conscience-là, nous allons commencer par avoir les outils nécessaires. Donc, moi, je dirais qu'il faut plutôt faire un travail de conscientisation, amener les gens à comprendre que l'agriculture est une certaine clé du développement. Et ça, c'est un travail de nous tous. Et après tout, réfléchir aux méthodes de modernisation. Et je l'avais dit ici, on n'entreprend pas parce qu'on veut entreprendre ou bien parce que l'entrepreneuriat est devenu une option pour sortir du chômage. Pour entreprendre, il faut adapter ce que vous voulez faire avec les besoins locaux. Pour rentrer dans l'entrepreneuriat, on ne rentre pas parce qu'à côté, quelqu'un a fait son manioc, il a transformé, ça marche, moi aussi je dois le faire. Non, l'entrepreneuriat s'accompagne d'un document qu'on appelle un plan d'affaires, qui est en même temps votre Bible. Si vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas de Bible, c'est comme un marin qui navigue sans boussole. Vous devez préalablement vous former et rédiger votre plan d'affaires. Ce qui accompagne l'entrepreneuriat et qui est très important, c'est l'innovation. Si vous êtes entrepreneur et que vous n'innovez pas, ça serait très difficile pour vous d'évoluer. Parce qu'on fait des jus à Lomé, je vais faire aussi à Cara, ça va marcher. Ça, c'est du copier-coller. En entrepreneuriat, on ne fait pas du copier-coller. Par rapport aux réalités ici à Cara, comment j'adapte le jus qu'on fait à Lomé ici à Cara? Vous allez commencer par réfléchir, vous allez voir que des idées vont naître et vous allez l'adapter à vos réalités. Au lieu de faire des jus, vous allez peut-être commercialiser du tchakpa en bouteille. C'est un exemple. Par rapport à l'intégration de nouveaux modules dans le cursus scolaire des jeunes, je pense que pour le faire, ce n'est pas parce que nous ici, on est resté, on a dit « Ah, aujourd'hui l'IA est important, il faut l'intégrer dans nos curricula ». Non. Pour le faire, il faut d'abord faire un diagnostic pour voir à quel degré l'intégration de l'IA répond ou bien satisfait les jeunes étudiants au Togo. À partir de là, il faut mobiliser les ressources. Et les ressources ici, c'est des ressources financières. Il faut chercher l'argent pour recruter les experts, les former, rester dans une salle, réfléchir pour voir comment on adapte le curricula. L'autre chose, il faut des ressources humaines, matérielles. Comment on intègre ces documents-là à l'université? Il faut photocopier ou bien il faut mettre ça en ligne. Si c'est en ligne, comment les gens ont accès à ça? Donc, l'intégration d'un nouveau module au sein d'un parcours s'étudie et s'analyse minutieusement. Et cela s'accompagne aussi des ressources humaines, financières et matérielles. Une fois qu'on arrive à faire sortir l'importance de ces modules-là, on peut maintenant le vulgariser au sein des écoles. Et pour terminer aussi, pour entreprendre, il faut des moyens. Ça veut dire qu'avant même de devenir entrepreneur, c'est que tu as étudié. Tu sais qu'il y a des sources de mobilisation pour l'entrepreneuriat. Et ça, tu dois les connaître. D'abord, quand tu veux entreprendre, il y a ce qu'on appelle l'autofinancement. Cela voudrait dire que toi-même, tu épargnes. Si aujourd'hui, tu as sarclé, si on t'a donné 10 francs, tu mets dans ta caisse jusqu'à un niveau donné, tu démarres une activité. Ça, c'est une source. L'autre chose aussi, il y a le crédit. Si tu veux entreprendre, tu n'as pas les moyens, tu peux aller à la microfinance avec ton plan d'affaires, bien sûr, convaincre le banquier et ensuite obtenir ton prêt.
La troisième ressource que je vais citer ici, c'est peut-être l'investissement. Vous avez vos idées, vous êtes convaincant, vous avez votre projet, élaboré en document bien sûr, vous allez voir un investisseur pour lui dire « Voilà ce que je veux faire, je n'aime pas les moyens, je voudrais que vous m'accompagniez. » Tu arrives à convaincre l'investisseur, il met les moyens et tu mets en œuvre ton projet. Donc, c'est les sources de mobilisation des ressources pour pouvoir démarrer ton entreprise. Il y a d'abord l'autofinancement, le crédit et aussi le fait d'aller voir un investisseur. Il faut étudier toutes ces options-là et voir quelle option est accessible à vous et l'emprunter. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro en vous promettant que le thème sur le civisme et la citoyenneté de l'Université de Kara, chaque année, ce thème a aussi fait l'objet d'échanges. Mais nous l'avons réservé pour un prochain numéro de l'émission Débat Éducation. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.